Bon, les gars, bon à tirer, saison 2, épisode 3. Je suis toujours avec l'inénarrable, le grand, l'affable, le merveilleux, le magnanime, Moss Mayorum. Comment ça va, Moss? Après ça, t'es hypé, je pense. Ça va extrêmement bien, surtout avec une telle présentation. Ça, tout de suite, c'est rafraîchissant. Ça donne envie de participer à ce podcast-là. Exactement, et ça va être un très beau podcast, parce qu'on a un invité mystère. On a un homme qui nous a rejoint au dernier moment, à l'improviste, alors que vraiment, on avait prévu de faire un épisode avec un autre invité, qui nous a lâché. Et je suis allé le voir en lui disant, est-ce que ça te dirait pas de passer depuis le temps qu'on bosse ensemble? Ce serait quand même bien que les gens mesurent un peu le talent et tout ce que tu as apporté à la fois au Hussard et à la Giberne. Et tu m'as dit oui, alors écoute, sois le bienvenu, je te laisse te présenter. Merci beaucoup, en tout cas le Hussard. Moi c'est Ner, je suis développeur indépendant de jeux vidéo et on me connaît sous le nom de Ner sur ma chaîne YouTube. Donc c'est avec grand plaisir que je suis là pour participer au podcast avec Moss Mayorum et le Hussard. Bah t'es développeur, etc. et machin, mais les gens peuvent aussi te connaître pour un autre travail. Je dirais, ta pièce maîtresse, ta masterpiece totale, qui est quand même la participation et l'élaboration de la charte graphique de la Giberne. Oui, effectivement, c'est l'une de mes nombreuses cordes à mon arc et j'ai un peu participé à l'élaboration de la DA pour la Giberne, donc c'est toi qui as fait les illustrations sur les couvertures. Ouais, les mêmes illustrations qui au début étaient critiquées par les gens qui disaient je sais pas où ça va, machin truc, et maintenant les gens adorent. À chaque sortie, les gens viennent me voir, disent ah mais j'aime bien, machin, ah je trouve ça cool, ah putain quand on a les livres côte à côte ça claque. Ça y est, en fait les gens commencent à saisir la big picture, ça fait plaisir. Oui, bien sûr. Ah, ça se dévoile sur le temps long, mais je pense que ça fait son petit effet maintenant. Bah exactement. Et alors on s'est dit que ce serait cool justement d'aborder un peu des sujets connexes à ça. Alors à la fois la matérialité du livre, la beauté des couvertures, mais aussi tout ce qui est rapport entre art et littérature, et puis d'autres sujets connexes que tu connais bien, le jeu vidéo, le cinéma, etc. Je sais que toi et moi on a eu l'occasion d'avoir des débats passionnants et passionnés sur l'art. Je sais que Moss est un grand aficionado d'art puisqu'il s'y connaît avec Sir Roger Scruton. Donc on va avoir l'occasion de dire des choses et puis en plus comme on est entre youtubeurs et qu'en ce moment YouTube a décidé de pénétrer sans notre consentement notre surface rectale avec son nouvel algorithme, je pense qu'on aura l'occasion de bitcher un peu. Voilà. Est-ce que ça vous va comme programme, messieurs? Ça me va très bien, ouais, ça s'annonce super bien. Ouais, je l'ai bien vendu le truc. Voilà. Est-ce que tu veux faire un générique avant de... Alors, non, d'abord ils vont faire de la pub. Non, déjà j'aimerais dire Hydrant, parce que dans le dernier podcast, il y a des gens qui ont râlé parce que j'ai pas dit ce nom. Voilà, donc là je le dis tout de suite, Hydrant, comme ça c'est fait. Et surtout la dernière fois je l'avais quand même dit, c'est juste que je le dis une fois, très vite, et tu parles par-dessus. Donc en fait, les gens ont pas forcément bien entendu. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, au moment où vous entendrez ce podcast, deux actualités pour la Giberne importantes. Premièrement, on aura lancé la collection Héritage, mais donc ça vous aurez des interviews, vous aurez des vidéos, etc. Donc vous aurez plein de choses pour en apprendre plus. Si c'est pas déjà fait, vous pouvez aller écouter, ça vous plaira. Et deuxième chose, on a lancé un petit jeu concours sur Insta pour faire gagner un exemplaire dédicacé d'Objectif 23. Pour ceux que ça intéresse, voilà, donc vous pouvez encore participer au moment où vous entendez ce podcast. Si vous le voyez au moment de sa sortie, il doit vous rester moins de 72 heures, même peut-être moins de 48 heures pour participer. Donc allez-y, ça se passe sur l'Insta du Hussard ou l'Insta de la Giberne. De toute façon, les deux ont republié la publication, donc vous pouvez aller voir. Et c'est l'occasion de participer. On espère que vous serez nombreux. Et en tout cas, l'auteur est motivé. Voilà. Est-ce que j'ai pas fait trop long, j'espère? Je vous ai pas perdu. Non, c'est très bien. Moi, est-ce que tu veux dire quelque chose un petit peu pour les gens de normalement, au moment où ça sort, je pense qu'on aura envoyé le bon à tirer définitif à l'imprimeur pour... la mise en abîme. Pour exactement, la mise en abîme pour les livres de Roger Scruton. On est encore dans les dernières ultimes relectures. On est à 4 lectures, donc si tu veux, ça y est. On a 4 lectures sur des livres de 500 pages, ça fait quand même... Ah ouais, ça fait très lourd. Vous avez lu la Bible, en fait, hein, concrètement, c'est ça qui s'est passé, quoi. Voilà. Mais on veut le faire bien, en fait, et bon, voilà. Donc on est en train de fignoler ça. Normalement, les gens vont l'avoir dans pas très longtemps, je pense. D'accord. Bon, ça va être des beaux pavés, c'est bien. Et on va travailler sur les suivants aussi, mais ça, un peu de patience, ça va arriver. Voilà. Ok. Bon, et écoutez, messieurs, si ça vous va, sur ce, je propose un petit générique. Regagnez le carré! Feu!
Bon, alors commençons fort et rentrons dans le vif du sujet. Moss, est-ce que tu peux nous dire un mot, peut-être, ou est-ce que tu voudrais nous dire un mot de la façon dont tu as élaboré les couvertures pour les bouquins de Carmin. Comment t'as pensé ça, tu vois, parce que après on pourra parler de la Giberne, mais ça a été deux écoles un peu différentes, je pense. Oui, alors bon, déjà je vais partir avec un petit peu d'humilité. Moi je suis pas un professionnel de la DA et de l'illustration et tout ça, donc c'est un truc que j'aime bien faire, à la base je viens plutôt du monde de la photo et de Photoshop et tout ça, et en fait c'est petit à petit que je me suis intéressé à tiens, qu'est-ce que je peux en faire pour faire des trucs jolis. Et il y avait un peu un trou entre le travail que faisait notre fameux metteur en page Thomas quand il fait sa mise en page de l'intérieur du texte, mais par contre sur la couverture, en fait il fallait qu'on trouve une manière de faire, et moi j'étais arrivé à l'idée que en fait il fallait qu'on trouve une DA qui était cohérente avec le nom de la maison d'édition, qui était cohérente avec les valeurs que ça portait. Carmin, il vous fallait du rouge, quoi. C'est ça. Ouais. Il faut que ça pète. Et en fait, on assez rapidement, on s'est quand même plus ou moins dit que la bonne DA pour nous, c'était un dessin en noir et blanc sur un fond rouge, carmin. Et à partir de là, on a testé plusieurs choses. On a testé avec des dessinateurs, etc. Ce qui est très difficile à trouver à droite, je trouve. Enfin, moi, j'ai... Ah oui, d'accord. Toi, tu as eu un problème de positionnement politique, finalement, sur le... Ouais, parce qu'on a contacté pas mal de dessinateurs, et je t'avoue qu'il y en a pas mal qui nous ont dit, en gros, non, jamais on bosse avec vous. Oh là là, ah ouais, d'accord. Et en fait, on va dire que ça s'est d'autant plus matérialisé après le problème avec Ulule. Si tu te rappelles, moi on avait eu un souci avec Amélie Menu quand on avait essayé de faire un podcast. Oui, je me souviens. On s'était fait dégager de Ulule parce qu'on était soi-disant pas assez féministes selon leurs valeurs et je sais pas quoi. Putain, c'était chaud, ouais. Et du coup, à partir de là, on s'est retrouvé plus ou moins blacklisté par tout un tas d'artistes et de créateurs qui, voyant cette info-là, se sont dit voilà, la preuve est là, la preuve est faite. Donc, ils voulaient plus bosser avec nous. Putain, mais c'est incroyable parce que nous, Ner, t'as peut-être envie de raconter, mais c'est un peu l'inverse finalement. Ouais, bien sûr. Carrément, on s'est rencontrés before it was cool. Oui, non, mais bien sûr, mais c'est exactement ça. Mais en fait, j'ai même envie de revenir d'abord sur ce que dit Moss. En fait, c'est assez surprenant parce qu'on parle beaucoup de valeurs, alors qu'en fait, c'est plus une question de business, quoi. C'est surtout l'histoire avec Ulule qui a fait, en fait, que t'es un peu blacklisté, quoi, parce qu'on se dit bon, niveau business ça doit pas trop porter, les valeurs ça me semble être un peu plus l'excuse qui suit. Et toi par exemple avec toi le Hussard, c'est complètement différent parce que en gros, tu avais énoncé, si je me souviens bien, sur un post de ta chaîne. Moi, je commençais déjà à te suivre. Ouais, c'était au début, c'était à l'ancienne. Je crois qu'il y avait 5-6 000 abonnés, un truc comme ça. Ouais. Et tu disais que tu avais besoin d'un graphiste. Et bon, moi, avec mon background de jeux vidéo, dessinateur, je me suis proposé. Je pensais que tu allais avoir d'autres candidatures. Donc, vraiment, c'était un peu comme ça, quoi. J'en ai eu d'autres. J'en ai eu d'autres. Et j'en ai eu deux qui sont deux très bons graphistes suite à ce post qui était arrivé. Moi, en fait, ce qui se passait, c'est que la chaîne avait un petit peu grossi. Donc, je me suis dit, bon, j'aimerais bien avoir un logo avec un Hussard décidé qui serait stylé. Et il me faudrait un graphiste pour faire ça. Et en fait, j'avais mis ce post un peu en mode est-ce que par hasard il y aurait quelqu'un qui ça intéresserait. Et j'avais été contacté par plusieurs personnes, mais notamment par toi, donc après qui a fait toute la DA de la Giberne, et par une autre graphiste, Camille, que je salue, qui est celle qui a fait toutes les animations du Hussard que vous voyez sur la chaîne. Donc quand il fume, quand il s'énerve, etc. Très bonne. C'est elle qui est. D'ailleurs, il faudrait qu'on reprenne contact et on est toujours en contact de temps en temps, mais il faudrait qu'on rebosse ensemble pour faire des nouvelles animations. C'est un sujet qu'on a sur la table depuis longtemps. Moi, j'aimerais bien que le Hussard s'énerve, qu'il puisse lancer sa pipe. C'est pas toi qui à cheval à la fin de l'épisode. C'est sûr, c'est pas toi. Voilà. Non. Oui, je vois la douleur que ça provoquerait, tu vois. Voilà. Donc bref, et à ce moment-là, c'est toi qui étais venu vers moi, et en fait, tout de suite, ça avait bien accroché, on avait fait des trucs carrés, quoi. C'était bien. Surtout, en fait, il faut quand même préciser, pour un dessinateur et un graphiste, c'est très très important. T'es carré. Alors, en plus, sur YouTube, c'est assez rare, mais c'est très très agréable de bosser avec quelqu'un qui a déjà au moins un peu une idée de ce qu'il veut, qui parle pas trop abstrait. Bon, même si là, la dernière, c'est un peu compliqué, mais... Oui, c'est vrai, parce qu'à l'heure où on enregistre ce podcast-là, on est en train de finaliser une couverture, et je crois est-ce qu'on en a déjà autant chié pour une couverture? Non, je ne sais pas. C'est l'abstrait, c'est trop... Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, elle est plus abstraite, cette couverture, et donc, voilà, mais bon, le roman sera excellent, il arrive tout bientôt, comme d'habitude. Exactement, banger. Mais par contre, oui, c'est...
contrat, tu vois, posé sur papier, le tarif prédéfini à l'avance. Je sais à peu près ce que je veux, tel DA, tel type, tu vois, un truc dans ce genre-là. Et là, c'est du bonheur, quoi. Quand tu sais ce que tu as à faire. Parce que alors j'apprécie beaucoup travailler avec la Giberne, mais je mets très peu de moi. Parce qu'en fait, je suis très curieux. Il y a déjà l'auteur, il y a déjà le USAR. Donc en fait, je suis pas la star, tu vois, je suis le faiseur. Et il y a un petit peu d'artisanat. Il faut arriver à se couler dans le truc. Il faut arriver à se couler dans le truc. Ouais, exactement. Mais d'ailleurs, ça, c'est un problème que tu peux facilement avoir, j'imagine, dans le graphisme, c'est justement de vouloir trop mettre ta patte. Tu fais Zarma Michel-Ange, et en fait, c'est pas forcément ce qu'on attend de toi. Voilà, mais bien sûr. Mais des fois, tu peux avoir une idée, une intuition, et en fait, elle est pas mauvaise, mais c'est juste pas ce que la personne veut. Donc, il n'y a pas d'ego. Si tu mets de l'ego dans un domaine artistique, surtout quand tu es en collaboration, tu vas jamais t'en sortir, tu vas jamais rien produire. Je suis complètement d'accord. D'ailleurs, moi-même, en fait, j'essaie de remettre le moins possible parce que j'en parle toujours avec toi, j'en parle toujours avec l'auteur, j'en parle toujours parfois même avec le metteur en page, parce qu'en fait, j'essaie toujours d'avoir un maximum de retours différents sur les couvertures pour savoir si on va quelque part, si on arrive à une couverture qui suscite des émotions complètement contraires à ce que je veux. Généralement, il y a un problème, tu vois. Donc, il faut arriver à doser le truc, et on sait que parfois il y a des couvertures qu'on a trouvées très facilement et d'autres où on a galéré comme pas possible. Mention spéciale à la dernière. Oui, bien sûr. Et en plus, ça dépend, c'est pas vraiment le concept, ça va vraiment être certains détails, surtout. En fait, il y a une règle, tu vois, quand on fait du jeu vidéo, mais il y a plein de domaines où ça doit être très vrai aussi, c'est que les 10 derniers %, c'est 90% du travail. Et en fait, tout à fait. Nous, c'est là où on coince le plus souvent, tu vois. C'est vraiment ce détail, ce truc qui fait que, non mais là, c'est bon, on est très juste. Et surtout que, moi, je suis le seul qui n'a pas lu le livre. J'ai un résumé. Donc, c'est vrai, t'es le seul qui arrive sur l'histoire, effectivement. Et à chaque fois, c'est le... En plus, à chaque fois, c'est quand je viens de voir, c'est toujours, c'est un peu urgent. Est-ce que tu crois que tu pourrais me faire un truc pendant une semaine, pendant 2 semaines? Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est pas genre, dans 3 mois, il me faudra un truc. Non, c'est toujours des têtes très 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 ramassées. Sinon, c'est pas drôle. Moss, de ton côté, exactement. Toi, Moss, de ton côté, tu voulais bosser combien de temps à l'avance les couvertures? Hyper longtemps à l'avance. C'est l'inverse. On se fait vraiment plein de brainstorming différents pour trouver des couvertures, en fait. Et en fait, on a mélangé plein de techniques. C'est-à-dire que ça, c'est pareil, les gens se rendent pas forcément compte, mais en fait, on a testé un peu tout depuis. À un moment, j'étais beaucoup sur l'idée qu'il fallait que ce soit quelqu'un qui dessine à la main. Moi, j'ai moi-même fait des dessins à un moment que j'ai scanné pour essayer de les mettre sur des couves, et je me suis rendu compte que ça marchait pas si bien. Enfin, Tu t'es aperçu que c'était un métier, en fait, c'est ça le truc que t'as compris, en fait. Alors oui, mais en fait non, mais c'était plus, si tu veux, en fait ça, c'est aussi un rendu, tu vois, et clairement il y avait des étapes en plus, je pense, à faire, de retouches Photoshop, des trucs comme ça. J'ai essayé de faire de la linogravure, par exemple, pour essayer de faire des couves, et ça marchait pas trop mal, mais ça faisait un effet un peu trop grossier à mon goût. Enfin, ça marchait pas complètement. Et on a testé des trucs avec de l'IA aussi. J'ai moi-même entraîné des modèles d'IA pour faire des trucs dans un style très précis qui correspondait à ce que j'avais envie de faire. C'est ce qu'on a fait par exemple sur la couve de Belloc. Je me souviens de cette histoire. Mais voilà, on a testé vraiment plein de trucs. Et il y a aussi tout un côté, on explore plein de... À chaque fois, je cherche dans ce qui a déjà été produit par d'autres artistes, des trucs libres de droit, etc. Typiquement, Orthodoxie, c'est une gravure très connue de Martin Schongauer. Et je veux dire, on explore à chaque fois, et à chaque fois on teste des trucs, et on se fait peut-être 20 couves avant d'arriver à trouver un truc qui nous plaît, et vraiment ça prend du temps. Mais du coup tu assumes d'utiliser de l'IA pour faire des dessins, tu vois, ça c'est le scandale là. Ner, peut-être que tu as envie de le frapper à distance comme ça là. Pas du tout, mais vraiment pas. Ah, merci. Non. Putain, alors est-ce que tu as une unpopular opinion sur l'IA à nous partager alors? En fait, pour moi c'est un classique, c'est un poncif, hein. Mais l'IA c'est un outil, ça veut dire qu'à un moment, en fait, j'ai envie même de rebondir sur ce que disait Moss il y a quelques secondes, quelques minutes. En fait, on n'a jamais vécu une époque où il y avait autant d'images disponibles. Et moi, c'est une de mes théories, c'est que cette sursimplification, c'est même un mème sur Internet, cette sursimplification des images, des logos, il faut que tout soit très propre et très léché. Pour moi, il y a un petit rapport à faire quand même avec la quantité d'images que ton œil il a. Tu vois, on pouvait se permettre de détailler dans l'architecture ou dans la peinture et d'aller vraiment très profondément dans le détail ou dans la mimésis, mais parce qu'en fait, une image, tu la voyais pas tout le temps. Donc quand tu offrais une image, par exemple, à un enfant, c'était un vrai cadeau. Aujourd'hui, une image, il n'y a plus de valeur, en fait. Donc, on a besoin de ce côté aussi très propre. Et c'est pour ça, moi, je te comprends, parce qu'on peut être très dur sur cet aspect grossier, parce que c'est plus de notre époque. C'est plus à propos, en fait. On veut pas cet aspect grossier, on veut que ce soit clean. Et en fait, l'IA, ça correspond très bien.
moi, c'est ma thèse sur l'IA, mais dans tous les sujets, tous les domaines, ça ne remplacera que ceux qui étaient déjà remplaçables. Oui, c'est ce que je dis tout le temps. Voilà, c'est ça, c'est les médiocres, en fait. Oui, c'est vrai, ça monte le niveau de la mer, mais ça submerge pas toutes les terres. Voilà, non, mais là, on va se rejoindre sur ça, bien sûr. Oui, je pense qu'on est d'accord. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, l'IA, c'est vachement bien quand tu as besoin, par exemple, d'images pour lancer un projet, quand tu commences from scratch, etc. Et dès que tu as pris un peu d'ampleur, un peu d'envergure, un peu de carrure, tu vas te dire, je vais prendre des graphistes pour le faire. Sauf si vraiment tu tombes sur des mecs qui demandent 1000 balles pour un dessin, tu vois, parce que ça existe aussi. Voilà. Mais globalement, tu vas faire ça parce que, 1, tu es content de travailler avec des humains et d'avoir des retours. 2, tu as quand même une patte qui est quand même plus intéressante. Et puis 3, normalement, tu peux attendre mieux que ce que va te faire la machine avec des clics, des caprices et le filtre jaune dégueulasse qu'il y a sur le plus en plus d'IA maintenant. Bien sûr. Et surtout qu'il y a un truc aussi à rajouter, c'est qu'en fait, ce débat de l'IA, pour moi, c'est le même qu'au début des années 2000 avec la venue du numérique et notamment des dessins numériques. En fait, c'est le CTRL-C, CTRL-V de cette époque. Tu vois, c'est à l'époque, non mais t'as pas dessiné chaque trait du dessin. Ce n'est plus ton dessin, ce n'est pas à toi. T'es un fainéant. Et en fait, là, je pense que ça va aussi amener un autre sujet. Pour moi... Mais c'est pareil, dans l'industrie du cinéma, je sais pas si tu te souviens, dans les années 2000, il y a aussi eu le même débat sur le cinéma numérique. Oui, exactement. Mais si t'as pas vraiment... tu vois, t'avais les Antoine Goya de l'époque qui disaient oui, putain, mais si tu m'as rappelé l'existence de ce mec, putain, si l'enfer. t'as pas filmé sur une vraie pellicule, alors t'es pas vraiment un esthète, machin. Et c'était la take la plus populaire de cette époque. Alors que, en fait, littéralement 10 ans après, il y a plus personne qui s'est mis à utiliser Enfin, je veux dire, il y a encore des gens qui le font, tu vois, mais c'est rarissime. Non, mais c'est comme avec Miyazaki, la fameux truc où t'as des gens qui se sont excités en disant on peut reproduire son style avec de l'IA, mais c'est voler son œuvre, c'est voler son... Alors que le mec, il a passé sa vie à enfermer des petits japonais dans des bureaux de 0,2 mètres carrés, si tu veux. En fait, on sait pas si c'est une cachette de Viet Cong ou si c'est des bureaux à Tokyo, tu vois, pour qu'ils dessinent des arbres exactement de la façon dont ils voulaient. Moi, je trouve que c'est mieux si des machines qui le font. C'est la posture de l'artiste. En fait, c'est un truc de poseur. Tu vois, c'est vraiment... Mais tu sais, c'est le charme de l'artiste, de l'art. Moi, je fais de l'art du vrai. Et donc, en fait, tout ce qui sera un peu trop accessible ou reproduisible, qui te permettra de faire de la quantité en restant quali, tu vois, ce sera banni, quoi. Il faut avoir sué pour ça, parce que c'est un truc de poseur. En fait, et puis il y a une position un peu doloriste aussi, c'est-à-dire que comme si on a ça dans tous les domaines, mais que comme si le vrai bon résultat ne pouvait être atteint que par la souffrance, que par les sacrifices et tout. Alors qu'en fait, parfois il y a des masterclass qui ont été faites avec 0,2 grammes d'effort, et voilà, il y a des gens qui ont fait des trucs incroyables très très forts, et puis parfois il y a l'inverse, il y a des gens qui ont sué comme des bâtards et ça donne rien à la fin, tu vois. Ouais, bien sûr. Et ça, à un moment, faut travailler intelligemment et dur si on veut être après, bien. Tu vois, dans l'IA, moi aussi, il y a un truc que j'aimerais peut-être défendre, c'est que tu as des degrés d'utilisation de l'IA aussi. C'est-à-dire que la plupart des gens, quand ils pensent à un truc fait par une IA, ils ont l'impression que tu as juste rentré la description la plus basique du monde dans le premier truc public dispo et que tu t'es pas posé plus de questions que ça. Et tu as des gars qui vont passer des dizaines d'heures à comparer des styles. Tu as des répertoires en ligne avec tous les styles de tous les artistes existants. Alors, pour un moment, je sais pas où ça en est, ça dépend un peu des modèles et tout, mais typiquement sur Flux, je crois qu'à une époque, il y avait 4500 artistes qui étaient répertoriés avec les styles, et tu avais les noms que tu pouvais utiliser pour pouvoir avoir un style précis, en fait. Et tu as le niveau encore au-dessus, où tu lui donnes des dessins que tu aimes bien, et tu apprends à l'IA à faire des dessins dans un style qui te plaît. Et donc moi, c'est par exemple ce que j'avais fait. Et j'avais même mélangé plusieurs styles. Bon, mais si tu veux, en fait, tu as une vraie différence entre le gars qui va juste demander à Grok, au fait, fais-moi une image, machin, et le gars qui va vraiment passer 200 heures à perfectionner sa demande et à avoir des styles précis. Si tu fais ta couverture de bouquin avec Grok, bon courage, parce que déjà la génération est pas en HD en version gratuite, et puis surtout le résultat est pourri. Genre Grok, c'est une des IA les plus teubées que j'ai jamais rencontrées de ma vie. Franchement, c'est une de celles que j'aime le moins utiliser personnellement. Tu vois, je sais pas si t'as un avis différent, mais moi je la trouve pas terrible. En vrai, honnêtement, je trouve ça nul à chier. Je trouve que ChatGPT fait 10 fois mieux pour les situations de la vie quotidienne, et pour le texte, Claude fait encore mieux. Donc si tu veux, c'est vraiment faut pas. Enfin, je sais pas. Ner, toi, tu utilises un peu des modèles ou des trucs comme ça? Non, parce qu'en fait, c'est un plaisir. Enfin, je dessinais beaucoup à une époque, beaucoup moins maintenant, parce qu'en fait, je suis concentré sur d'autres activités qui me passionnent un peu plus. Mais par contre, j'ai envie de dire que si t'es artiste et dessinateur, le conseil que j'aurais à te donner,
c'est de développer ton propre style et en fait de le vendre, en fait de le vendre à des corporations, tu vois, qui développent des IA et dire ben voilà, j'ai des royalties sur tout ce qui a été produit avec. Pour moi, c'est le business qui me paraît. Ah ouais, mais t'as complètement raison. Mais c'est en fait, si tu crées en fait, si tu crées en 2-3 ans ce que Miyazaki a créé en 80 ans involontairement, c'est tant mieux, tu vois, t'as tout gagné, quoi. T'es riche pour toujours. Et il y a un deuxième aspect, c'est à mon avis, je pense qu'il y a aussi une guerre de la connaissance des styles. En gros, de la guerre du bon goût. Moi, je crois vraiment à ça, parce que c'est-à-dire que tu as 4500 artistes qui sont pré-entraînés et qui arrivent avec ton générateur, mais en fait, si tu connais que Picasso et Monet, bah, en fait, ça va être compliqué de faire un truc vraiment intéressant, tu vois. Donc, il y a quand même, à un moment donné, aussi une partie qui consiste à, en fait, se renseigner, se documenter, aller visiter des musées, etc., pour avoir un sens esthétique, en fait. Et ça ça prend de l'effort. Le sublime paradoxe, c'est que de l'IA peut t'aider à développer ta culture là-dessus, parce que par exemple si tu dis j'aime les tableaux de je sais pas de Caspar David Friedrich, il va peut-être te montrer des tableaux gothiques ou des tableaux symbolistes qui évoquent un peu ça, puis après tu vas découvrir des nouvelles choses. En fait tu peux aussi utiliser d'autres IA comme un allié dans ta quête pour entraîner ton IA, tu vois. Ouais, tout à fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, quelque part, pour moi, l'IA, c'est aussi un fantastique agrégateur de tout ce qui a déjà été fait, en fait. Je sais pas si vous avez peut-être vu passer, il y a eu un documentaire qui a été fait par Arte il y a pas très longtemps sur l'utilisation de l'IA pour l'authentification des tableaux. L'IA maintenant est très utilisée par des faussaires pour générer des faux, en gros des esquisses de faux. Putain, et c'est génial. À l'inverse utilisé pour vérifier qu'un tableau pas connu correspond bien au style d'un artiste, en fait. Mais en fait c'est logique, parce que quand tu sais que par exemple ils utilisent maintenant pour les tests d'état, ils les passent à des détecteurs d'IA pour savoir si les mecs ont écrit certains chapitres avec l'IA ou pas. Ça m'étonne pas, mais c'est que ça s'applique aussi au tableau. Mais c'est vertigineux quand même comme histoire, ouais. Putain, pas mal. T'as le nom de ce documentaire ? Je vais te le chercher pendant qu'on parle. Tu le cherches je vais fact-checker en direct, mais je crois que c'était un docu de Arte, si je me souviens bien, sur IA et art. Attends, je vais chercher ça vite fait. En attendant, Ner, est-ce que tu as envie de nous parler un peu du nerf de la guerre, si j'ose dire, de ce que tu fais maintenant, c'est-à-dire du jeu vidéo, parce que c'est un sujet finalement qui est connexe et en même temps très éloigné des autres formes d'art. Je mets ce mot entre guillemets parce qu'on pourra débattre après dessus. Avec plaisir. Des autres formes d'art et en même temps connexe et éloigné de la littérature. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut dire là-dessus, qui sont très intéressantes. Est-ce que tu as envie de nous parler un peu de ton boulot, de comment tu le vois, comment tu l'appréhendes, qu'est-ce que tu en attends, enfin voilà, ton approche personnelle. Bien sûr. Moi, en fait, je suis très très optimiste dans ce domaine-là. Je me suis lancé récemment sur YouTube pour en fait développer les thèses qui me tiennent à cœur par rapport à ce domaine. Et pour moi, on n'en est qu'au début, en fait. Attends, je t'interromps juste une seconde pour dire que si vous voulez aller voir, la chaîne sera en description de l'épisode sur YouTube, voilà. Donc vous aurez plus qu'à aller regarder ce que tu fais et pour admirer ton beau minois et tes belles productions audiovisuelles, voilà. Ouais. Voilà, je te laisse continuer maintenant. Mais et donc tu m'as perturbé là. J'allais dire quoi déjà ? Perturbé. Non, mais en fait, ce que j'allais dire. T'as dit que sur les thèses. Tu disais que tu t'étais lancé il y a pas longtemps. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, moi je trouve qu'il y a beaucoup. C'est un domaine qui est rempli de passionnés. Il n'y a que des passionnés en fait pour travailler dedans ou même pour juste jouer tout simplement. Et en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de poncifs aussi. Et en fait, j'essaye d'établir mes thèses, ma pensée, d'imposer un peu ma vision, tu vois. Mais après, moi, je suis quelqu'un de très ouvert au débat. En fait, j'aime un peu cet aspect conflit parce que je pense que ça enrichit la pensée. Et donc là, pour l'instant, en fait, je développe mes projets qui sont encore secrets parce que je préfère... En fait, je préfère tout simplement montrer quelque chose en même temps quand j'en parlerai. C'est très visuel, c'est le vidéo de jeux vidéo, tu vois. Et les gens ne jugeront qu'une fois qu'ils ont la manette entre les mains. Ouais, exactement. Voilà. C'est toujours sinon, pareil, ça peut être très injuste, en fait. Donc, faut se prémunir de ça. Oui, parce qu'en fait, t'as des jeux vraiment de merde que tu peux pitcher, ils ont l'air trop bien. Et t'as des jeux trop bien, tu peux les pitcher, ça a l'air complètement éclaté au sol. Alors, je veux dire, essaye de pitcher Mario en 2 secondes, c'est de la merde. Bien sûr. Flappy Bird, vas-y, pitch-moi ça. C'est ça, c'est frère, pour prendre des exemples super connus, tu vois. Et à l'inverse, je vais pas me risquer à citer des jeux que j'ai pas du tout aimé, mais si, tiens, je vais en prendre un. Putain, est-ce que t'as connu Mirror's Edge, genre le jeu que je l'ai détesté, alors que si tu le pitch, il est trop bien. Oui, bien sûr. Mais j'ai détesté jouer ce jeu. C'est un des jeux, je l'ai éclaté la jaquette sur le sol en m'énervant. Ah ouais, à ce point-là. Ah ouais, mais moi j'étais sanguin quand j'étais ado. Tu vois. Ok, d'accord. Ouais, non, mais
pour ceux qui se souviennent pas, Mirror's Edge c'était un jeu où tu jouais en fait dans une espèce de Tokyo un pseudo-futuriste et un peu mafieux, une espèce de Yamakasi qui se charge de livrer des courriers, des messages à travers la ville, un peu en mode post-clandestine quoi si tu veux. Et en fait tout repose sur le fait que tu peux faire des pirouettes, des figures, etc. Pour arriver à les sortir, bon courage. Pour arriver à, il y a des tas d'endroits où ça se joue au pixel près, c'est insupportable et l'histoire est inintéressante. Le jeu est crispant. Enfin voilà, moi tout m'a énervé dessus. Je sais pas si tu l'as fait toi, mais moi je l'ai fait, mais après j'ai beaucoup aimé parce que ça apportait quelque chose d'assez frais, non mais c'est vrai, tu vois, je vais. Oui, non mais c'est vrai qu'il y avait un aspect graphique très très innovant et tout. Il y a quand même. Oui, puis ça a amené voilà. des phénomènes qu'on va retrouver après pour repérer le joueur, parce qu'en fait il y a aussi tout. Tu vois, je parlais de la complexité des images. En fait, aujourd'hui, c'est un vrai problème dans le jeu vidéo. Ils sont tellement réalistes et l'image est tellement fine à chaque seconde qu'en fait les joueurs sont incapables sans repère visuel de pouvoir en fait se projeter et de s'orienter en fait dans l'univers en 3D. Ça c'est une vraie question. Ouais, parce que c'est vrai que dans Mirror's Edge effectivement le jeu était volontairement relativement épuré en termes de design. Enfin c'était pas non plus des blocs monolithiques mais c'était relativement épuré et chaque fois que on voulait t'attirer vers quelque chose, c'était censé être un élément rouge du décor. Voilà. Rouge, et je dis censé, rouge pour que ça attire l'œil. Et mais je dis censé parce que moi je sais pas, peut-être que j'ai un cerveau d'ornithoptère. Tu vois, mais en fait ça marchait pas, ça m'attirait pas du tout et du coup j'essayais de sauter tu vois, dans de mauvais endroits pendant 20 minutes avant de comprendre que c'était dans l'autre direction, tu vois. C'était une nouvelle grammaire en fait, c'était quelque chose qu'il fallait apprendre et c'était complètement nouveau. On n'avait pas encore l'œil pour s'habituer à ce genre de choses. Mais pour revenir un peu à ce que je disais, pour moi le jeu vidéo en fait c'en est qu'au début. On est un peu coincé dans des carcans, on a très vite réussi à optimiser des expériences qui sont très plaisantes, mais en fait je pense qu'il y a encore beaucoup de choses expérimentales et qui pourront s'intégrer après dans des expériences un peu plus mainstream et qui donneront des choses vraiment incroyables. Tu disais que le jeu vidéo était assez éloigné et en même temps très connexe des différentes formes d'art. Mais pour moi, en fait, il y a déjà toutes les autres formes d'art à exploiter. Tu vois, rien que sur ce média-là. C'est vrai. Après, on pourrait te répondre que, par exemple... ça, c'est un débat qui est vraiment intéressant. On pourrait dire que, par exemple, un type comme Audiard, quand il faisait du cinéma, te disait que le cinéma n'était pas un art à ses yeux parce que un des arguments qu'il avançait, il en avait plusieurs, mais un des arguments qu'il avançait, c'était de dire que c'était trop collectif pour que ce soit il n'y avait pas un seul gars qui imprimait vraiment sa patte dans l'œuvre finale. C'est un argument, on en pense ce qu'on veut, mais dans le jeu vidéo, tu vois, quand tu le rapproches de la peinture par exemple, tu vas sûrement vouloir me parler des graphismes, de l'apparence du jeu, de la patte du jeu, etc. Sauf qu'en fait vas-y, démolis mon argument avant que je sorte. En fait c'est simple. En fait pour moi il n'y a qu'une seule chose, c'est ma thèse. Je suis pas extrémiste sur ça, mais c'est le principal en fait. Si tu dévies de ça, c'est que tu t'es trompé, mais c'est la faute que font les joueurs, la plupart des joueurs font cette faute-là, selon moi. C'est le gameplay en fait. Si le jeu vidéo c'est un art, on pourrait déjà dire est-ce que c'est important. Moi dans ma vidéo je le dis. Oui, c'est ça, exactement. Moi je m'en fous. Tout à fait. Allez. Mais oui, exactement. Je suis complètement d'accord avec cet argument-là. Moi, pour moi, il n'y a pas besoin forcément que ce soit un art pour que ce soit un moment où un truc agréable. Tu vois. Pour moi, d'ailleurs, c'est un des désaccords qu'on a, c'est que moi je considère pas le jeu vidéo comme un art. Pourtant, j'apprécie le jeu vidéo dans la. Bien sûr. Et pas de problème. Et voilà, il y a pas de problème avec ça. Mais par contre, moi je défends que ça pourrait l'être complètement aussi. Et pour une seule chose, c'est le gameplay. En fait, c'est l'interactivité entre le joueur et le système de jeu qui fait que c'est un art. Parce que pouvoir transmettre des émotions et donc raconter une histoire uniquement par les règles et finalement par la manipulation, tu vois, du joueur. En fait, un auteur peut manipuler un joueur avec les règles pour l'encourager d'avoir un certain comportement. Et en fait, j'ai envie de citer un exemple. C'est exactement ce qui se passe dans Bioshock. Bien sûr. C'est exactement ce qui se passe dans Bioshock, c'est le cœur du jeu. Mais pour moi, Bioshock, c'est un peu forcé. Mais j'ai pas envie de spoil. Je vais juste te donner un exemple, c'est Darkest Dungeon. Parce que je crois que dans une vidéo, t'avais dit que t'avais kiffé ce jeu. Moi, par contre, j'ai pété des câbles aussi sur ce jeu. S'il y avait une jaquette, je l'aurais éclaté aussi. Bien sûr. Mais le jeu est exceptionnel. Le jeu est franchement, en fait, c'est moi qui ai pas été assez bon pour pas m'énerver, tu vois. Alors en fait, le jeu est exceptionnel, vraiment, franchement. 30 secondes juste pour expliquer aux hussards pourquoi ce jeu, en fait, c'est un excellent jeu et pourquoi c'est une œuvre d'art. C'est parce qu'en fait, ce jeu est injuste. Il est vraiment profondément injuste et très exigeant. Et tu ne peux pas t'en sortir de manière parfaite. À un moment, t'inquiète pas, le jeu s'occupera de toi et trouvera un moyen de casser un peu ton plan. Est-ce que tu veux pitcher, parce que Mo, est-ce que tu connais Darkest Dungeon? Oui, alors, pas du tout. Faut qu'on explique ce que c'est, parce que à la fois graphiquement et à la fois en termes de gameplay et de mécanique de jeu, c'est un jeu d'une extrême originalité qui date de 2016, si je dis pas de bêtises. Donc il a je te laisse le pitcher. Je pense que t'as plus d'heures que moi sur le jeu. Je sais pas si j'ai plus d'heures. En gros, le pitch c'est ça. Ton ancêtre, donc t'es un noble dans ce qui semble être, ça pourrait
pour être la France ou l'Angleterre du 18e siècle, et ton ancêtre a fait n'importe quoi. Il a claqué toutes les thunes en faisant des énormes touzes, et en fait surtout en faisant des expériences occultes, et il a ouvert un putain de portail vers les enfers, et l'intégralité du pays est envahie de monstres sordides, horribles, tous plus abominables les uns que les autres, qui rôdent dans des donjons. Et en fait tu ne joues pas son descendant. Tu joues son descendant, mais tu n'incarnes pas dans les batailles. En fait, ce que tu fais, c'est ton boulot, c'est de recruter des groupes de héros, de 4 héros, et de les envoyer faire des runs contre des monstres. Et après, tu décides, en fait, c'est un des RPG au tour par tour, donc tu décides tes attaques quand tu rencontres des ennemis. Et en fait, tu dois envoyer tes équipes que tu as recrutées pour affronter les monstres et gagner un certain nombre de défis de plus en plus durs. Sauf que la mécanique de jeu la plus folle, c'est que tes héros peuvent mourir. Et quand ils meurent définitivement, ils sont perdus. Donc tu peux avoir passé genre 150 heures, 200 heures à travailler un mec pour le pousser au maximum. Bah, s'il prend un carreau d'arbalète, il meurt et c'est finito. Et la sauvegarde instantanée, elle est monstrueuse. Tu peux pas genre éteindre le jeu pour le sauver. Hein. Genre ça marchera pas. Et en fait, du coup, c'est un jeu qui te montre en fait le côté implacable du hasard. C'est-à-dire que au bout d'un moment, il va forcément se passer un truc où tu vas y perdre très gros. Et en fait, tu vas te reconstruire par rapport à ça. Mais sur le moment, tu l'encaisses et c'est vraiment très 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 vénère. Voilà. Et en plus, le jeu graphiquement est sublime parce qu'il est dessiné comme une BD. Voilà. Oh, intéressant. Ouais, vraiment très très beau. Très très beau jeu. Et les voix sont incroyables, la BO est incroyable. En fait, quand tu fais des actions incroyables dans des combats, t'as la voix de ton ancêtre qui revient derrière et qui te parle comme une espèce de Lovecraft d'outre-tombe et qui te punchline en fait. Voilà. Et avec des phrases en vieil anglais. Mais du coup, c'est la voix de Michel Barnier, c'est ça comment ça se passe en fait c'est plus le mec qui a détruit ton pays. En fait, ça pourrait plus être la voix de je sais pas, de François Mitterrand, tiens, voilà, ce serait plus François Mitterrand, tu vois, le gars. Et il ferait des petits commentaires à chaque fois que tu te trompes, tu vois, genre, ça, tu vois, non, ça... Tu t'es trompé, non, ça marche pas. Mais en fait, ce qui est fou, c'est parce qu'il te trash talk quand tu perds, et quand tu gagnes, il t'encourage avec une formule extrêmement, très aristocratique, un peu ambivalente, où genre c'est ah oui, belle victoire, mais elle t'a coûté cher, tu vois, enfin des trucs comme ça, tu vois. Genre, la victoire n'est pas suffisante, ça, bien sûr. Ouais, c'est ça, victory is not enough. et 30 secondes, mais juste pour expliquer pourquoi ce jeu est génial, c'est parce qu'il est profondément injuste et te force, en fait, petit à petit. Très vite, en fait, les premiers protagonistes, tu vas t'enticher d'eux, tu vas les aimer, en fait, et tu vas essayer de les pousser. C'est les seuls qui sont toujours les mêmes, en plus. Les 4 premiers que t'as, c'est les seuls qui sont toujours les mêmes. D'ailleurs, je crois qu'il y a un trophée si t'arrives à en emmener un des 4 jusqu'à la fin du jeu et qui survit à la fin du jeu. Bien sûr, et ça devient une référence commune. Mais c'est les seuls. C'est les seuls qui sont des références communes. C'est les seuls. Après, tous les autres, ils sont générés procéduralement, donc c'est très très dur de et tu peux ils ont vraiment une variété. Et tu peux leur donner leur nom, tu peux vraiment les équiper, les bichonner et tout. Mais en fait, le truc, c'est que il ne faut pas le faire. Et tous les joueurs le comprennent. Ça veut dire que très vite, tu vas faire non, mais là, j'ai investi 15 heures sur lui, il est mort. Donc, je vais faire ce qu'on appelle des routes poubelles, des parties poubelles. Et donc, tu vas prendre des gars et tu vas dire vous, c'est foutu, je vous donne rien. Pas d'investissement, rien. Si vous survivez, peut-être que vous serez des gars stylés. Et on en fera ambiance Stalingrad 1942. Exactement. Et en fait, ça te transforme. Tu vois, c'est ça qui est génial, en fait. C'est que le jeu vidéo, ça fait de toi quelqu'un qui avait des réflexes d'empathie et d'être humain. Et qui c'est trop bien, c'est que la vidéo te rend c'est pas du tout, et c'est pas du tout ce que je pensais qu'on arriverait à atteindre comme conclusion là pour le coup. Et en fait, j'aime bien le jeu vidéo, ça rend psychopathe. En fait, le mec reboucle, tu sais, sur les vieux qui disaient le jeu vidéo rend violent quand on était petit. En fait, voilà, il voit ce trou. Mais en fait, c'est ça qui est génial, c'est que il peut te faire dépasser ta propre nature et te pousser à faire des choses que t'aurais pas pensé faire. Alors, c'est de la projection, on est dans de la catharsis, on est d'accord. Mais cette transformation-là, qui te fait dépasser un peu tes opinions ou ta morale, eh ben, c'est fort. Tu vois, tu peux pas dire, que c'est rien, tu peux pas dire c'est pas de la... J'ai envie de dire un truc qui spoil un peu la fin de Darkest Dungeon, je suis désolé, mais bon, le jeu a 10 ans, donc je vais devoir vous le dire. C'est un petit spoil, mais on va dire dans un des donjons finaux du jeu, voilà, je dis pas lequel, il y a un moment donné où donc tes équipes, elles ont 4 mecs, et il y a un moment donné où tu dois en sacrifier 2, quoi qu'il arrive, dans un des donjons finaux. C'est-à-dire que si t'as réussi, dans le meilleur des cas, t'as réussi à mettre les premiers héros que t'avais depuis le début, t'as réussi à les sauver et à les emmener jusqu'au bout. Et même là, ils ont encore une chance sur 2 de crever dans cette run, quoi qu'il arrive. Et même si tu gagnes, c'est-à-dire même en gagnant, t'auras forcément laissé quelque chose. Genre le jeu, il est vraiment cruel as fuck avec toi, quoi.
Du grand art. Du grand art, exactement. Non, franchement, c'est du grand art au sens, évidemment, moi, tu vois, on reboucle sur ce que je disais sur la définition de l'art et tout, mais vraiment, le jeu, il est exceptionnel. Et j'avais fait un épisode où j'en avais parlé, des rapports entre littérature et jeux vidéo. Un épisode qui avait bidé comme jamais. Ah ouais. Genre, en fait, après, il est sorti au moment de Noël. Je pense que les gens n'avaient pas trop le time pour regarder et tout, mais en vrai, c'était passionnant d'en parler parce que des jeux vidéo qui ont un rapport avec la littérature, en fait, on en trouve beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire, et ils ont souvent des ramifications beaucoup plus cachées. J'avais parlé de 3 exemples un peu connus. Il y avait BioShock avec Ayn Rand, il y avait Darkest Dungeon avec Lovecraft, et il y avait Dante's Inferno avec Dante. Mais en fait, on pourrait en citer plein. Je veux dire, God of War, c'était complètement tous les mythes grecs, tous les trucs comme ça. Je vais pas me risquer à tous les faire, mais il y en a plein. Si tu me le permets, en fait, même si c'est très juste ce que tu dis, pour moi, on est dans de la référence. Et en fait, ça ne rend pas honneur aux jeux vidéo sur ce qu'il peut faire avec la littérature, tu vois. Oui, je suis parce d'accord. Que moi, par exemple, j'ai envie de citer, alors c'est un peu plus confidentiel, même si ça a eu son petit succès, mais Disco Elysium, c'est un livre. Ouais. Tu veux expliquer un petit peu pour les gens Vous incarnez un flic qui est censé enquêter sur un pendu qui se retrouve à l'arrière d'un hôtel. Le problème, c'est que ce flic s'est tapé non pas la murge de sa vie, non pas la murge de l'année, mais la murge du millénaire. Et en fait, il s'est cogné la tête tellement fort à l'alcool et à la drogue qu'il a supprimé de son cerveau toute information possible. Il ne sait pas c'est quoi une voiture, il ne connaît pas son prénom, il ne connaît pas... il a formaté le cerveau, plus en fait. Rien. Et vous incarnez ce flic-là, qui doit vivre sa vie, essayer de retrouver un petit peu, essayer de comprendre le contexte dans lequel tu es. Donc c'est un jeu qui te met dans une situation très embarrassante dès le début et qui doit aussi gérer un truc un peu spécial, mais ses émotions, qui sont des vrais personnages. Il y a des émotions comme l'empathie, la raison, la logique, même parfois la culture encyclopédique. Et donc ils ont leur propre voix, leur propre interaction, et en fait on doit essayer de résoudre cette enquête avec ces émotions. Putain, excellent. Là, moi aussi, il t'a regardé en mode j'ai rien compris. Par contre, ce soir, il va y avoir des gros chéris. Excuse-moi, je te laisse. Il faut que j'aille sur Steam. J'ai 10 ans de jeux vidéo à rattraper, non, mais je découvre qu'ils ont fait un jeu vidéo à la gloire de Usul qui a tout oublié et qui essaie de gérer ses émotions. Enfin, moi, je trouve ça génial. C'est. Putain, mais en fait, est-ce que Usul a pris la murge de l'année? Je sais pas. Est-ce que la murge de l'année qu'a pris Usul, c'est celle où il clash Tatiana Ventouse? Tu te souviens pas de Usul bourré racontant de la merde sur Tatiana Ventouse? Mais si, c'est ça dont je parlais. Non, mais en fait, de toute façon, le Usul vert, c'est incroyable parce que tu peux trouver 1 milliard d'histoires toutes plus folles les unes que les autres, et le mec est toujours pas cancel. En fait, je sais pas comment fonctionnent les gauchistes, mais il y a quand même quelque chose qui m'échappe là, tu vois. Mais en tout cas, ouais. Donc, je vais pas t'interrompre sur Disco Elysium. Est-ce que tu veux développer un peu plus dessus? Mais si vraiment, en fait, je pense que t'as un public de littéraire. Je pense pas me tromper sur ça. Donc si vraiment... Non, mais des gamers aussi, t'inquiète. Ouais, non, mais j'ai vu en plus, parce que quand tu critiques un peu le jeu vidéo, et encore je trouve que t'es très gentil, tout de suite ça vient. Je suis gentil parce que j'aime bien le jeu vidéo. Oui, mais ça se sent. J'ai des unpopular opinions sur certaines licences, genre par exemple je déteste Zelda, j'ai jamais réussi à kiffer cette licence. Genre, elle m'ennuie au dernier degré, mais enfin voilà, les gens font ce qu'ils veulent. Voilà, tant pis pour eux. Ouais, bien sûr, mais je comprends tout à fait. Mais en fait, Disco Elysium, c'est très simple, c'est très bien écrit, c'est presque un livre avec quelques règles de jeu. Donc franchement, pour moi, c'est un jeu qui montre littérature et jeux vidéo. Si ça doit faire un bon mariage ensemble, c'est Disco Elysium. Allez-y, allez-y les yeux fermés, quoi. C'est très très quali. De toute façon, après, t'as plein de trucs, parce que tu parlais du domaine de la référence, mais même rien que la référence, elle peut prendre déjà plusieurs natures. Parce que, par exemple, dans les Assassin's Creed, t'as des écrivains connus. Tu croises Dickens, tu croises Machiavel, tu croises, je sais même plus qui tu croises d'autres encore, mais t'en croises plein. Et donc ça, c'est déjà un niveau de référence. Après, tu peux avoir un niveau de référence un peu plus caché dans un gimmick, dans un easter egg. Par exemple, je sais pas, tu peux avoir Alan Wake, qui était un jeu vidéo qui était construit où tu jouais un écrivain et où ça évoquait beaucoup du Stephen King dans l'esthétique et dans les trucs comme ça. Tu peux avoir un lieu dans un jeu vidéo qui fait référence à quelque chose. Enfin, tu vois, t'as plusieurs niveaux, voilà. Et puis après, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est quand quand tu lis vraiment un excellent roman et que tu ressens des émotions très fortes. Tu vois, par exemple, c'est une anecdote que je dis toujours, mais quand Victor Hugo avait fait Les Misérables, il y a des ouvriers typographes qui s'occupaient de monter les planches pour imprimer les bouquins. Ils prenaient du retard parce qu'en fait, comme ils lisaient le bouquin au fur et à mesure et que c'était trop beau, en fait, les mecs se mettaient à chialer. Et en fait, du coup, ils disaient attends, je vais dehors, 2 minutes, j'ai une poussière dans l'œil, tu vois. Et les mecs revenaient. Du coup, ils prenaient du retard là-dessus. Et en fait, si tu veux, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand le jeu vidéo te met dans des émotions comme ça, tu vois. Je donne un exemple vraiment tarte à la crème, mais que tout le monde aura, c'est Red Dead 2, le Red Dead Redemption 2. Franchement,
forcément, ceux qui l'ont fait jusqu'au bout savent ce que je veux dire, mais en fait, que tu l'aies joué comme le jeu attend que tu le joues, c'est-à-dire un peu en mode rédemption, ou que tu l'aies joué en mode jusqu'au boutiste dans la crapulerie, en fait, t'auras des émotions folles à la fin, qui peuvent être une tristesse, une nostalgie folle, qui peuvent être un énervement, une colère, un sentiment d'injustice très fort, etc. Mais le jeu, il t'aura vraiment pris, etc. Et en fait, ça vient de mécanismes communs avec la littérature, qui sont notamment le fait que tu es investi pendant longtemps dans des personnages, donc parce que c'est des histoires assez longues, et aussi par le fait que ça t'a fait passer par plusieurs états d'émotion, ça t'a fait perdre tes repères au fur et à mesure en t'emmenant à penser des choses différentes sur le même personnage. Enfin, il y a des processus d'écriture, etc., qui te font vraiment ressentir quelque chose que j'ai trouvé super intéressant, tu vois. Alors que, à côté, en termes de gameplay, c'est pas forcément ça. Est-ce que c'est pas quand même une sous-branche du monde du jeu vidéo? Parce que enfin tu vois, t'as des trucs aussi genre Counter-Strike ou je sais pas quoi, où en gros tu tires à la calache et bon, c'est ça en boucle pendant autant de temps que t'as envie en fait. C'est un vrai débat, ça. Pas vraiment. En fait, même je vais te dire, je trouve que Counter-Strike, par exemple, se rapproche plus de l'idéal d'un jeu artistique, tu vois, d'une œuvre d'art, plutôt qu'un jeu qui essaierait d'en faire trop. Je vais prendre un exemple qui est assez connu, mais c'est les jeux de David Cage, donc Detroit, Become Human, voilà, ouais, et Heavy Rain. En fait, c'est des jeux qui, pour moi, sont dans l'erreur la plus totale. Ils essayent de singer le cinéma. C'est à peine des jeux, parce qu'en fait, dans Heavy Rain, c'est littéralement des successions de QTF, en fait. C'est à peine du déplacement dans le jeu. Exactement. Et en fait, au moins Counter-Strike, avec les règles du jeu, il pousse un groupe de personnes à penser pragmatique et à essayer de sécuriser, si tu veux, des objectifs. Et donc, finalement, se rapprocher un peu de la simulation et de l'opération spéciale. Alors, c'est peut-être pas le bon exemple, tu vois, j'en fais peut-être un peu trop, mais je trouve que ça se rapproche. Voilà, c'est ça. Mais ça te rapproche de la mimésis, mais ça singe la réalité, tu vois, au sens où tu as une expérience de soldat, entre guillemets, et dessus. Mais est-ce que ça le rapproche de l'œuvre d'art en tant que telle? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose du niveau de la transcendance, du message, tu vois, ce que les gens attendent habituellement d'une œuvre d'art? Dans un truc comme Counter-Strike, je suis pas sûr que tu l'aies, tu vois. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a un succès énorme sur Internet pour les chaînes qui donnent du sens à ça. C'est-à-dire ceux qui font du storytelling, tu sais, ils te racontent ça parce qu'en fait ils mettent du lore derrière ça, ils réinjectent des émotions dans des ados prépubères coréens qui appuient très très vite sur des touches de clavier devant 500 000 personnes, tu vois. On pense à toi. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de cette trend un peu générale qui consiste à regarder des mecs jouer, en fait? Est-ce que vous y voyez un intérêt, vous? Parce que moi, j'ai jamais trop compris le délire, en fait. Le candolisme vidéoludique, est-ce une bonne pratique? Alors, moi, personnellement, je te dirais que, évidemment, jouer, c'est tout le temps mieux. En fait, c'est l'intérêt de l'œuvre. Toujours, tu vois. Non, pas toujours. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je peux te donner des contre-exemples. En fait, je le tolère. Je le tolère parce que je comprends la pratique. Non, mais un peu comme le candolisme, j'ai envie de te dire, je le tolère. C'est pas mon style, mais je le tolère. L'insulte a été soft, mais elle a été quand même perçue. Attention. Non, attention. En fait, juste pour dire que, en fait, je peux comprendre parce que déjà, c'est une activité qui est très engageante. Des fois, quand tu sors d'une journée de taf, t'as pas forcément la force, tu vois, de t'investir dans un jeu qui est très exigeant ou qui te demande. Ouais, c'est ça que je pensais. Donc, moi j'aurais surtout parlé en fait du fait qu'il y a peut-être des jeux où il faut des niveaux qui demandent peut-être 3000 heures d'entraînement et que du coup en fait si tu le connais pas plus que ça, c'est intéressant de voir comment un mec qui sait vraiment jouer joue en fait. Mais la plupart des gens qui jouent au jeu pour toi, c'est pas des gens qui ont un super niveau, ils ont un bon niveau, mais c'est pas hors du commun, tu vois. Voilà, c'est toujours une minorité les gens qui font vraiment des trucs. D'ailleurs, c'est pas la minorité qui a le plus de vues. Souvent les mecs qui ont le plus de succès, c'est ceux qui découvrent le jeu avec toi, tu vois, qui font des playthroughs, des walkthroughs, des trucs comme ça où ils te montrent un peu le jeu, mais en fait c'est pas des gens qui ont un niveau stratosphérique, qui sont peut-être bons mais pas plus que ça, tu vois, genre c'est pas des joueurs pro, tu vois, du truc. C'est très particulier parce qu'en fait ça dépend ce que t'entends par regarder quelqu'un jouer. Est-ce que c'est pour ce passage là, est-ce que c'est tout le jeu, tu vois, et en fait ça va dépendre de ta consommation et de ce que tu cherches derrière, en fait. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Et typiquement des gens comme Sardoche ou les gens qui font des live Twitch avec des jeux et tout, vous regardez vous ou pas du tout? Ah putain, moi j'ai pas le temps, frérot. J'ai pas le temps. Attends, je dirige une entreprise, tu vois, j'ai pas le temps, excuse-moi, mais c'est terrible. Qu'est-ce que tu veux dire, que tu fais des points de PIB? Bah exactement, putain. Le dernier mec qui essaye, putain, c'est terrible. Oh là là, honteux. Toi, t'as une vision différente. Est-ce que tu regardes du Sardoche? Est-ce que Mos Mayorum regarde du Sardoche?
le soir Non, pas du tout. Par contre, de temps en temps, je vois passer ces tweets ou ces réactions ou ces machins, et il semblerait que dernièrement, il soit en train d'adopter une ligne un petit peu réaliste, pas forcément désagréable, et ça, je trouve que ça apporte un peu de fraîcheur dans un océan de créateurs de contenu qui font de l'aplaventrisme devant de la doxa, quoi, en gros. Je veux dire, je sais pas si t'as vu passer les trucs de le drama Magla avec une influenceuse, chanteuse, je sais pas quoi. J'ai pas suivi, c'est quoi cette histoire? Oh là là, bon, bref, non mais en gros... c'est la poubelle encore, c'est ça que c'est non mais tu sais, c'est des trucs, tu sens que on va dire qu'il y a un producteur de musique qui a filé un billet pour faire intervenir une chanteuse quelconque dans un podcast, et puis du coup ça prend des proportions pas possibles, parce que en fait la personne qui se fait payer pour faire ça, vraisemblablement elle doit quand même un peu faire sa promo, donc du coup elle se met à dire que c'est vraiment super intéressant. Et après derrière ça a un peu dérapé, parce que les gens sont allés voir ce qu'elle faisait vraiment, et si tu veux c'est du Aya Nakamura en moins bien, tu vois, et je pensais c'est pas possible, c'était possible. Putain, tu vois, mais ça devient quantique comme je te jure, à ce niveau-là. Et tiens d'ailleurs, à propos de quantique, excuse-moi, j'y pense, mais qu'est-ce que tu penses d'un jeu comme Outer Wild, toi, Nair? J'imagine que tu l'as fait, cette petite pépite. Et non, parce qu'en fait... Non, tu as pas fait. En fait, il y a un truc... On parlait des émotions et du gameplay, et je trouve que c'est un moment où il se rencontre vraiment dans le jeu vidéo, c'est là, quoi. Tu développes un attachement sur ce qui se passe dans l'univers, qui est quand même assez fou, tu vois. Mais en fait, ma tolérance, par exemple, avec le let's play, enfin, regarder des let's play, ce genre de choses, elle est de plus en plus grande, parce que, par exemple, j'ai pas le temps de tout faire, de tout jouer, tu vois, comme toi, peut-être t'as pas le temps de tout lire. Et en fait... parfois il faut faire des arbitrages. Quand j'ai une cour martiale et que je dois me fader 10 bouquins de merde, tu vois, à la chaîne, ça fait mal. Et en fait, le truc, c'est que quand t'es dans la création de jeux vidéo, en fait, tu dois faire des choix, et maintenant, je suis plus dans un choix, est-ce que je joue ou je crée? Donc, tu vois, je suis à ce stade-là, donc je me renseigne quand même, j'essaye de comprendre un petit peu pourquoi ça a du succès, je regarde, mais j'essaye de pas me spoil, parce que j'ai envie de le découvrir moi-même. Mais effectivement, Outer Wild, ça a l'air d'être ce genre de pépite qui arrive, en fait, à... quelque chose qui n'est pas si compliqué que ça. Je pense sincèrement que c'est même peut-être le b.a.-ba, c'est juste de lier le système de règles et comment tu joues le jeu avec ce que tu veux faire ressentir. Donc, en gros, je pitche ça parce que Moz, j'imagine que tu vois pas de quoi. Alors, absolument pas, ouais. Outer Wild est un petit jeu indépendant qui a finalement pas devenu indépendant en cours de route, parce que tellement c'était bon. En gros, le pitch est très simple. Tu joues une espèce de petite civilisation extraterrestre qui lance un programme spatial, donc tu peux explorer en temps réel et sans aucun chargement un petit système solaire avec, je sais plus combien, il y a 7 ou 8 planètes dessus. Enfin voilà. Et tu peux vraiment te promener sur chaque endroit de la planète, rentrer dans les grottes, les caves, etc. Sauf que il se passe un truc très bizarre, c'est que au bout d'une petite boucle temporelle, je crois que ça dure 20 minutes, en fait, ton personnage meurt. Genre, tout meurt autour de toi, genre comme si l'univers s'éteignait autour de toi. Et sauf que tu te réveilles et tu reviens 20 minutes en arrière. Et personne se souvient à chaque fois de ce qui s'est passé. T'es le seul à te souvenir que t'as déjà vécu ces 20 minutes, etc. Et donc tu peux faire autre chose pendant ces 20 minutes que ce que t'as déjà vécu. Et en gros, tout le jeu, ça va être de mener l'enquête à coup de bribes de 20 minutes pour comprendre petit 1 ce qui se passe, petit 2 ce que tu peux en faire, et petit 3 qu'est-ce que ça dit sur le destin de l'univers. Voilà. Et en fait, ce qui est génial dans ce jeu, c'est que tu vas y jouer. En fait, c'est un jeu que tu peux finir si tu sais ce qu'il faut faire, tu peux le finir je crois que le record du monde est à 3 minutes 17. Mais il faut, pour savoir ce qu'il faut faire et comprendre. Il faut jouer 247 fois. Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais exactement. Il faut jouer, mais plus que ça encore. Il faut jouer 15 ou 20 heures minimum pour comprendre comment les planètes fonctionnent, comment elles interagissent entre elles, qu'est-ce qui s'est passé là, quelles civilisations ont évolué, qu'est-ce qu'elles ont fait, qu'est-ce qu'elles ont commis comme erreur, quel truc comme ça. Et donc, en gros, t'as vraiment tout plein de lore qui s'accumule. Et quand t'arrives à la fin, t'es vidé, quoi. Émotionnellement, c'est une bulle qui explose, quoi. Et pour l'anecdote, ça a été réalisé, en tout cas le chef d'opération est le japonais dans la série Hero. Donc je sais pas si vous voyez un peu la série, mais voilà, c'est lui en fait. Donc ouais, tout à fait. Oui, et d'ailleurs je crois que c'est son premier pas dans le jeu vidéo, ou en tout cas c'est le premier gros projet. Voilà, c'est ça exactement. Ouais. Avec son studio. Beaucoup de maîtres, hein. Franchement, le frérot, il est arrivé avec un jeu quand même qui a marqué un peu le public. Tu comprends pourquoi je parle pas encore de mes projets avant de me lancer, tu vois. Quand il y a Outer Wild. C'est là que la barre a été mise très très haut. Mais alors, du coup, en attendant ces projets, tu fais quoi sur ta chaîne YouTube pour ceux qui connaîtraient pas, qui voudraient être éventuellement un peu hypés par ce que tu proposes de laisser, en fait. Ça veut dire que je vais prendre. Alors là, par exemple, je peux aller en exclusivité, je vais vous parler du prochain sujet. Et en fait, je vais vous parler de GTA 6, donc très très grosse attente de la part des joueurs, mais même de tout le monde en fait.
Ouais, c'est même pas des joueurs, c'est que moi je pense que j'aurais pas le temps d'y jouer, mais je l'attends quand même. Voilà, je pense qu'il y a des pays qui vont s'arrêter et qu'il y a des gens qui vont poser des jours de congé en fait pour comme le. T'as vu pour GTA 4, il y avait des courbes qui avaient fuité, genre le nombre de congés payés ou d'abandon de postes qui avait été dans le siège de la sortie pendant une semaine, t'as un pic de bâtard et après ça revient à la normale. C'est déjà quelque chose qui s'est passé, ça veut dire que pendant 3 jours, faut savoir que le Japon s'était arrêté parce qu'il y avait la sortie de Dragon Quest 3 ou 4, je sais plus exactement. Ah oui, tout à fait. Le pays entier s'est arrêté pendant 3 jours. Le temps que tous les darons et les enfants testent un petit peu et après se remettre au travail. Quoi. Voilà, c'est ça. Il faut ramener de l'argent. Ouais, exactement. Mais donc, en fait, là, je vais vous parler de GTA 6 et je vais vous parler aussi avec GTA 6 comme support de l'impasse du photoréalisme. Et en fait, ça c'est un vrai sujet. Voilà, donc de montrer en fait qu'on sait déjà que le photoréalisme est une impasse grâce à la peinture et notamment l'apparition de la photographie. Et notamment quel impact ça peut avoir en gameplay, en jeu. Donc voilà, c'est la prochaine vidéo qui va sortir et c'est le genre de choses que c'est super intéressant, ouais. Parce que tu sais, il y a eu un peu cette polémique. Je me souviens plus du nom. C'était un petit jeu indé, mais qui avait il y a quelques temps, qui avait beaucoup fait parler de lui parce qu'il était justement super réaliste. C'était un jeu de guerre ou d'intervention policière, je sais plus exactement. Oui. Et il était ultra réaliste et ça posait vraiment une question en mode ça devient vraiment un simulateur de tuer des gens avec un sentiment de surpuissance nietzschéenne, tu vois, mal placé. Et en fait, c'est à la fois pas très agréable à jouer, pas très agréable de savoir que c'est dans le commerce, et en même temps, ça n'apporte pas forcément du tout des émotions et des expériences positives comme un bon jeu vidéo peut en apporter, tu vois. Oui, et puis même ça peut ne pas être intéressant comme jeu tout court en fait. Je vais prendre l'exemple de GTA 5, enfin je le dis un petit peu ici, mais entre une physique réaliste et pénible et un plaisir de jeu pour tous les joueurs, Rockstar avait fait son choix et avait pris une physique pénible. Enfin, je veux dire, GTA 5. Non, mais déjà, si tu veux pousser jusqu'au bout, t'as Red Dead 2. Red Dead 2, si tu veux, ton personnage, c'est un pétrolier. Si tu veux, il y a quand même des moments, c'est difficile, quoi. Mais tu vois, Red Dead 2, je le défendrai plus. Parce qu'en fait, il y a un soin de l'animation. C'est voulu. Voilà. C'est voulu, c'est calculé. Ouais, mais c'est un parti pris. Alors qu'à l'inverse, de l'autre côté, t'avais la série des Saints Row. Moi, je me souviens à Saints Row 3. Tu pouvais littéralement tomber de la stratosphère si t'avais les bons gadgets, si t'en sortais et t'arrivais au sol, tu sortais ton Godmiché géant et tu pouvais tabasser un flic. En fait, c'était vraiment deux salles, deux ambiances. Moi, je veux taper des grosses barres. Ouais, je veux taper des énormes barres sur ce jeu. Franchement, qu'est-ce que j'ai rigolé sur ce jeu. C'était incroyable. Mais du coup, en tant que créateur YouTube, peut-être qu'on a peut-être l'occasion d'aborder un peu ça en dernière partie de podcast sur les évolutions récentes de YouTube. Most, on en parlait juste avant d'enregistrer. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu nous parlais un peu de ton ressenti? Après, je râlerai, mais d'abord, je vais te laisser râler peut-être. Râler le premier, monsieur Moss. Peut-être essayons d'être factuel 15 secondes. En gros, c'est de la merde. Voilà, on peut passer à la suite. Depuis à peu près juin-juillet, YouTube. C'est août officiellement, mais c'est depuis juillet en vrai. Ouais, YouTube a mis en place un nouvel algo de recommandation, un nouvel algo pour en gros la homepage, etc. Et il se trouve que à peu près tous les créateurs de contenu ont remarqué une très grosse baisse de nombre de vues sur leurs vidéos. Et on parle de chiffres qui vont de 30% pour les moins impactés à peut-être 60-70% pour les gens qui ont 80% été même les plus pour touchés. Les plus gros, Moi perso, je considère que je me situe autour des 50-60, mais peut-être que c'est... Enfin tu vois, il faut que je vois sur le temps un peu plus long comment ça se passe. Alors il y a plein de choses intéressantes. Déjà, il y a eu des explications que j'ai entendues, des explications de demi-habiles ultimes. Voilà, petite référence à notre ami Gugus Bontaquin là, qui aime les demi-habiles. Là, il y en a eu, parce que j'ai entendu des gens dire que par exemple c'était parce que YouTube ne comptait plus les vues liées à AdBlock, ce qui est tout à fait possible. Je n'ai rien contre cette théorie. Simplement, ça n'explique pas un drop de 30 à 80% des vues. Genre, ça expliquerait un drop de 15-20%, mais pas plus que ça. Et de toute façon, YouTube n'a pas intérêt à faire ça, absolu, parce qu'en fait, eux, ils veulent des chiffres de plus en plus gros. Ils veulent pas perturber un écosystème, tu vois, et une vache à lait. Donc en fait, je crois pas à cette explication. Moi, je crois qu'en réalité, ce qui s'est passé, et ça, c'est pas une théorie du complot, c'est un truc qui est quand même bien baqué parce qu'ils ont laissé entendre qu'ils ont remplacé leurs agents humains notamment de modération et leur algorithme de recommandation pour y mettre de l'IA à haute dose. Et en fait, en gros, je pense que cette IA n'est pas encore assez entraînée, qu'elle n'a pas encore bien établi des patterns de recommandation, et que donc, en gros, on se retrouve avec des spectateurs qui ont des recommandations un peu pourries. Moi, je m'aperçois que maintenant, il faut que je scrolle assez longtemps pour trouver un truc qui m'intéresse, alors que des créateurs que j'aime et que je suis ont sorti des trucs. Et dans le même temps, les créateurs, eux, n'ont pas leurs vidéos qui sont mises en avant. En fait, on a une sursensibilité
l'algorithme qui fait que si votre vidéo elle fait 50 vues de moins que d'habitude au démarrage, elle est partie dans les limbes en mode piqué tête la première, et si elle fait 150 vues de plus, elle va partir to the sky sans aucune limite. Et en fait c'est extrêmement insécurisant et fragilisant pour les créateurs. C'est dommage pour le public parce que en fait parfois il passe littéralement à côté de vidéos qui lui auraient plu. Moi j'ai littéralement échangé avec un créateur cette semaine, un gros créateur, qui me disait que sa propre mère qui regarde toutes ses vidéos n'avait pas été notifiée pour une des vidéos qu'il avait sorti récemment et qui a sous-performé de fou par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Genre c'est-à-dire que le niveau d'incompétence dans les recommandations de vidéos sont assez effrayantes. Voilà. Je sais pas si Nert a quelque chose à ajouter par rapport à ça. Oui, non mais complètement. En fait, je crois qu'on se rejoint sur l'analyse un petit peu de la situation. En fait, le truc c'est que moi c'est un peu particulier parce que j'avais un rythme qui était assez lent parce qu'en fait j'étais occupé sur autre chose. C'est que très récemment je me suis mis à fond, quoi, on va dire. Et le truc c'est que déjà moi mon référencement était catastrophique. J'étais même pas une chaîne française, j'étais une chaîne malaisienne ou un truc comme ça. Enfin c'était vraiment un truc des enfers. Je sais même pas comment j'ai réussi à faire les scores, quoi. On me dit mais tu t'es assis sur 50 000 vues facile, je pense. Et donc en fait là j'ai refait le référencement clean, donc normalement vous allez me voir sur le YouTube français. Et alors peut-être. Bien sûr, avec ce que j'ai là en réserve, ouais, je pense. Mais tout simplement, en fait, oui, je le vois. En fait, avec les statistiques, j'arrive à visualiser les patterns, en fait, et à voir quand ils me testent auprès d'audience. Et en fait, en fonction des résultats que j'ai à certains moments, je vois que les audiences, en fait, correspondent pas du tout à ce que je propose, ce genre de choses. Enfin. Ouais, donc les recommandations, c'est nul. On retombe sur ce que je disais sur l'algo qui est pas très bien entraîné. Je pense que c'est un problème qui va se lisser sur les prochains mois, mais là on est dans le dur du dur, c'est-à-dire qu'on va se manger 2 à 3 mois de grosse merde. C'est-à-dire vraiment, quand je dis du gros caca, c'est vraiment du gros caca. C'est-à-dire que moi j'en suis à un niveau où j'ai chiffré ça, 50 personnes de moins qui regardent une vidéo dans le premier quart d'heure, quand j'en sors une, ça devient 10 à 50 000 personnes de moins qui regardent une vidéo sur une semaine, à cause des effets cumulés là-dessus. Donc c'est vraiment vertigineux. On est à un niveau où littéralement, si vous êtes un abonné fidèle du Hussard et que votre grand-mère Janine vous invite à manger un dimanche et vous pouvez pas regarder la vidéo à 13h ou à 13h15, vous êtes peut-être la raison pour laquelle la vidéo part dans les limbes, tu vois. Non, c'est terrible. On peut pas demander aux gens d'être des petits soldats au garde à vous tout le temps. En fait, pour le créateur, c'est insupportable aussi. Ce qui est assez pénible côté créateur aussi, c'est que t'as aucune transparence, t'as aucune information pour t'expliquer ce qui s'est passé, pourquoi, quand, comment, etc. Tu découvres après coup, au bout de quelques semaines, que en fait, tout le monde est comme ça, c'est pas que toi. Parce qu'au début, il y a aussi ce stress psychologique du créateur au début, c'est de se dire, mais attends, mais j'ai été particulièrement mauvais là sur les 2 dernières vidéos, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'en suis arrivé à un niveau cet été où je m'étais dit, mais ça se trouve, en fait, les gens en ont juste marre de ce que je fais, en fait, ça les intéresse pas, ou ça les intéresse plus, ils veulent peut-être arrêter tout. Et dès que j'ai dit aux gens, est-ce que vous êtes motivés pour continuer, j'ai eu des scores de fou furieux parce que les gens se sont mobilisés, tu vois. Donc en fait, ça prouve bien que le problème il vient de l'algorithme, il vient pas des gens. Donc déjà, faut rassurer les créateurs là-dessus. Et quand tu vois que même un mec comme le joueur du grenier se plaint, lui il dit 30 à 40% de vues en moins, je pense qu'il est gentil, c'est plutôt 50-60. Il dit qu'il a galéré sur sa dernière vidéo sur c'était Action Man ou G.I. Joe, je sais plus, mais c'était une vidéo très sympa et en fait il a galéré là-dessus. Quand tu vois que même lui il galère, tu te dis que c'est plié, quoi. C'est un peu tout le monde est à la même enseigne, quoi. Non mais complètement. Mais en fait pour contrebalancer un peu tout ça, je me suis un peu renseigné et j'ai l'impression que quand même pour une fois YouTube sait où il veut aller. Pendant un long moment, il était en retard et suivait juste la tendance, notamment avec la sortie de TikTok. On s'en souvient très bien. Et en fait, là, pour une fois, j'ai quand même des signes, notamment concernant tout ce qui est placement de produits, donc avec des outils qui permettraient en fait de faire des placements de produits pour tes vidéos, mais tu sais, des vidéos qui sont déjà sorties ou ce genre de choses. Et en fait, ce serait bien, ça. J'ai l'impression, alors je vais pas aller dans le détail technique, mais j'ai l'impression que YouTube se rend bien compte qu'en fait, c'est pas un réseau de flux, mais c'est bien un réseau bibliothèque. Ta chaîne, c'est une bibliothèque dans laquelle tu vas piocher, en fait. C'est du evergreen. Moi, des trucs que je dis sur Flaubert là, ils sont encore valables dans 50 ans, en fait. Donc, c'est exactement même dans 100 ans, tu vois. Et j'ai l'impression qu'ils ont envie de capitaliser sur ça. Et ça fait plaisir quand même de savoir que la plateforme, en fait, a au moins une vision de quelque chose, a envie de tenter et pas juste de suivre le dernier réseau qui vient de marcher, quoi. Ouais, ça je suis d'accord là-dessus. En fait, le problème qu'ils vont avoir là très vite, c'est qu'en fait, psychologiquement,
aucun créateur ne peut tenir sur la distance si le delta entre une vidéo qui marche pas et une vidéo qui marche normalement chez lui, c'est de 1 à 10. Ouais, bien sûr. Personne peut dire. Si c'est 1 à 2, c'est les risques du métier. Si c'est 1 à 3, c'est tendu, mais si c'est plus, ça devient intenable. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, aucun sponsor ne peut se positionner sur le temps long si toutes les vidéos où il met le même pognon qu'avant font 2 fois moins de vues que les vidéos d'à côté. Donc déjà, c'est de la merde. Et troisième problème, parce que là, les gens, le spectateur, c'est vraiment l'échelon le moins concerné. Celui qui s'en bat le plus les reins de ce qui se passe. Il se contente vraiment de ce qu'on lui donne. C'est vraiment le gars qui est au bout de la chaîne. Et bah, même à ce niveau-là, au bout d'un moment, à force qu'on leur recommande des trucs pourris ou qu'on ne le mette pas sur des chaînes intéressantes ou qu'ils ne soient pas notifiés avec suffisamment d'insistance quand il y a un truc intéressant qui sort, ils vont finir par en avoir marre et par délaisser YouTube pour aller scroller sur Instagram, sur TikTok, sur d'autres plateformes, sur X, voilà, peu importe. Et en fait, si tu veux, je vois pas comment, même sur 3, 4, 5 mois comme ça, la plateforme va pas y laisser des plumes, quoi. C'est là, à la fois en termes d'annonceurs, à la fois en termes de créateurs, à la fois en termes de spectateurs purs, là, il y a quand même quelque chose qui va pas. Sachant qu'il y a en plus un autre problème, c'est que tu as des effets en chaîne qui vont se mettre en place et tu as des cercles vicieux qui vont se mettre en place très vite, parce que la plupart des créateurs un peu d'envergure, en fait, ils ont une équipe de gars qui bossent pour eux. Ouais. Et je suis désolé, mais en fait, quand tu perds 50% de tes vues, tu perds pas juste... Enfin, vraisemblablement, tu perds plus que 50% de tes revenus, en fait. Tu perds... parce que c'est un... Alors ça a été l'argument qui a été sorti, c'est qu'ils ont dit, regardez, c'est bien la preuve que ce qui vous manque, c'est les vues adblock, parce que vos vues baissent, mais vos rémunérations baissent pas. En fait, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que t'es pas payé pareil à tous les mois sur YouTube. Il y a des mois qui matchent plus que d'autres. Ouais. Et donc en fait, si vous avez perdu par exemple, si vous avez perdu vos vues sur le mois de septembre, qui est un mois qui est bien rémunéré parce que c'est le mois de la rentrée, en fait, vous pouvez avoir fait moins de vues, mais avoir fait quand même autant d'argent qu'en juillet et août, et donc vous voyez pas la différence sur le temps très court. En fait, attendez de dézoomer un petit peu, vous allez comprendre en fait. Non, surtout qu'en plus, tu as des tas de sources de revenus différentes pour les gros créateurs. Tu as du merchandising pour certains. Tu as tout ce qui concerne des placements de produits externes à YouTube qui dépendent pas de Adblock. Et en fait, à part Adblock, globalement, toutes les autres sources de revenus vont descendre. Donc ça veut dire que les gars qui ont actuellement une équipe de peut-être 4-5 personnes qui les aident vont en virer au moins 1 ou 2. Et donc nécessairement la qualité va descendre. Et donc les gens vont trouver que c'est moins bien qu'avant. Et donc en fait, il va y avoir un cercle vicieux comme ça. Et je suis pas sûr que le schéma soit très malin. Moi, je pense que j'aurais été YouTube. Déjà, j'aurais probablement commencé par tester la feature sur un pourcentage seulement de l'audience générale. Mais je pense qu'ils l'ont fait. Je pense qu'ils l'ont fait parce que moi, si tu veux, j'ai vraiment vu, en gros, que j'ai fait un mois d'avril-mai très bon. Ouais. J'ai fait un mois de juin moyen. Ouais. J'ai fait un mois de juillet-août catastrophique. Et là, j'ai fait un mois de septembre qui est globalement bon, sauf la dernière semaine, parce que j'ai mobilisé les gens. Donc en gros, on va dire que le mois de septembre, c'est le mois où j'ai contre-attaqué. Mais si on suit juste la trend de YouTube, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai l'impression qu'au mois de juin, ils avaient déjà commencé à déployer partiellement leur saloperie. Et qu'en fait, c'est au mois de juillet-août que ça s'est manifesté comme étant un truc horrible. Et quand je dis un truc horrible, c'est que vraiment, j'ai fait des stats qui sont entre 2 et 3 fois moins bonnes que les étés précédents. Et je commence à en avoir quelques-uns avant, donc j'ai vraiment de la data pour comparer. Et on est vraiment sur du quasiment un tiers d'un bon mois de juillet, par exemple. Tu vois. Mais pour moi, le plus gros problème, en fait, c'est surtout un manque de transparence. Je veux dire, Internet, voilà, en fait, Internet, il a quand même cet avantage d'être un peu moins formel, tu vois, c'est pas la télé, c'est pas la radio, donc tu sais, les gens seraient prêts à l'accepter en fait. Et c'est pas compliqué, YouTube a déjà produit des vidéos pour, je sais pas, des best-of, ce genre de choses, marquer des moments. Tu vois, c'est pas compliqué, plus qu'une vidéo disponible pour tout le monde et dire, bon, mais voilà, il va y avoir des changements, on teste des trucs, tu sais, on met de l'IA. En fait, si tu veux t'attirer de la sympathie, un capital moral assez facilement, les gens qui, tu sais, sont obligés de faire de l'analyse, tu sais, des vrais humains qui doivent analyser des vidéos, parfois gore, parfois obscènes ou ce genre de choses, tu dis, bon, les modérateurs, voilà, les modérateurs, on n'a pas envie d'imposer ça à des êtres humains, on veut mettre de l'IA, donc on va changer. Et là, tu vois, le capital sympathie, il explose en fait. Bah oui, tout à fait, mais d'ailleurs, je suis d'accord avec ça. Moi, mon problème, c'est que c'est pas qu'ils mettent de l'IA, le problème, c'est qu'ils mettent de l'IA qui est, avec de toute évidence, un modèle qui est pas finalisé et qui est pas suffisamment entraîné pour comprendre ce qu'il faut faire, ce qu'il faut recommander et à qui il faut recommander, parce que c'est terrible. Là, j'ai eu un abonné qui m'a écrit il y a 2-3 semaines, il m'envoie une vidéo que j'avais sortie, il me dit putain, mais celle-ci, elle m'avait juste pas été recommandée du tout, mais j'étais là, mais il me dit pourtant j'active la cloche, machin truc et tout, mais le gars, il avait vraiment pas vu passer. Et ça prouve vraiment que en fait, YouTube, si tu veux, c'est ce qu'on disait avant d'enregistrer Moss, YouTube, c'est un peu genre Jean-Claude Van Damme qui fait un grand écart. En gros, d'un côté, il y a l'aspect conquête, c'est-à-dire en gros, ils doivent toujours trouver des nouveaux créateurs, des nouvelles recommandations, faire grossir les audiences de façon organique et permanente. Et puis de l'autre côté, il y a le côté administration, c'est-à-dire recommander à des gens des vidéos, des chaînes auxquelles ils sont abonnés, et des contenus qu'ils aiment bien, des trucs qu'ils regardent régulièrement, etc., etc.
Et en fait, YouTube a d'être globalement meilleur quand même pour l'aspect conquête que pour l'aspect administration. C'est-à-dire qu'en gros, quand il s'agit de te rappeler des contenus de créateurs que t'aimes bien et que t'as suivi un peu avant, il est vachement moins bon, et voire même très très nul, voire même à la limite du criminel, par rapport à quand il s'agit de te dire attends, t'as aimé ça, peut-être que ça va t'intéresser, ou ce genre de truc. Et même ça, ce qu'on voit là, c'est que même ça, ce truc-là dans lequel ils étaient très bons, moi je les trouve tendanciellement moins bons avec le nouvel algorithme. C'est-à-dire que vraiment, parfois je me dis, j'ai 10 minutes, je vais regarder une vidéo, je mets 3-4 minutes à trouver une vidéo intéressante sur la plateforme. Pourtant, je suis vraiment beaucoup de créateurs, donc normalement ça devrait pas arriver, tu vois. Ben, tout à fait, même problème ici. Peut-être on va s'acheminer vers la fin de ce podcast. J'ai un truc que j'ai oublié de dire, parce que je l'ai retrouvé quand même, la vidéo. Tu parlais de Xénophon? Non, le documentaire sur... alors, je ne l'ai pas retrouvé en version française, alors je crois que Arte l'a supprimé, mais il existe sur la chaîne arte.tv Culture, sous le titre anglais AI and the Art Market. Et voilà. Vous savez, il est sorti il y a 9 jours, il a fait 472 vues, donc même lui, il est victime de l'algo. Putain, il est shadowman, le pauvre. J'ai cru que t'allais me dire qu'il était en allemand, le documentaire, parce que du coup, comme c'est le ciel franco-allemand, je me suis dit que t'allais vraiment nous recommander le truc le plus shady que t'avais recommandé en 2 saisons de podcast, mais non. 52 minutes. Attends, franchement, c'est assez intéressant. Moi, je trouve ce milieu intéressant de manière générale. Donc, d'ailleurs, putain, c'est vrai, ça on n'a jamais invité, mais faudrait qu'on invite un gars qui est commissaire-priseur ou un truc comme ça. Ce serait stylé de fou. Ce serait un kiff. Ce serait un gros kiff de pouvoir parler de ça. Bon, en tout cas, ça a été vraiment un grand plaisir d'échanger avec toi, Ner. Franchement, merci beaucoup d'être venu. Merci pour tout le super boulot que tu as fait et que tu fais et que tu continues à faire et que tu vas continuer à faire pour la Giberne, parce que c'est vraiment cool. Encore une fois, les gens sont contents des couvertures. Moi, j'ai vraiment des gens qui viennent maintenant, qui m'envoient de temps en temps des photos quand ils ont les livres en vrai. Ils disent putain, mais genre ah ouais, là ça claque bien, tu vois, parce que en fait les livres ils rendent mieux en vrai que sur les photos. Bien sûr. Ça c'est un problème que tu as avec tous les sites internet de façon générale. Mais en tout cas voilà, merci beaucoup pour ça. Si vous voulez des bons livres dont il a fait la couverture ou des bons livres dont il a pas fait la couverture, parce que maintenant on a la collection héritage aussi sur laquelle t'as pas bossé, à la Giberne, vous pouvez y aller en description. Si vous voulez plus de réflexion sur l'art, vous avez Sir Roger Scruton aux éditions Carmin. Voilà. Est-ce que t'as quelque chose à ajouter, mon cher Moss? Non, moi j'étais un peu moins présent peut-être que sur les autres podcasts, parce que le monde du jeu vidéo m'est beaucoup moins familier que celui des livres ou du cinoche, mais par contre j'ai découvert des concepts de jeu que j'ai trouvé assez cool, donc franchement pour ceux qui ont le temps, allez essayer les suggestions de nos deux comparses, parce que ça a l'air pas mal franchement. Tiens vas-y, ça c'est une bonne question pour finir, Ner. Je rappelle d'ailleurs que ta chaîne est en description pour ceux que ça intéresse, mais est-ce que pour finir tu nous donnerais pas quelques petits conseils pour des gens qui voudraient, un peu comme moi, se mettre ou se remettre aux jeux vidéo? Est-ce que tu aurais un petit... je n'ose pas te demander un top 5, mais quelques conseils de bons jeux à prendre en main, quoi. Bien sûr. En fait, c'est assez simple. D'abord, il faut savoir ce que vous aimez. Est-ce que vous êtes quelqu'un plus dans la réflexion, les réflexes, tu vois, un truc un peu nerveux? En fait, qu'est-ce que tu as envie de vivre? Qu'est-ce qui te plairait? Ensuite, maintenant, on a des outils formidables, tu vois, genre Google, l'IA ou ce genre de choses qui peuvent t'aider. Mais si je dois faire des recommandations pour le public de Moss et du Hussard, je dirais Disco Elysium. Jouer à Disco Elysium, toujours Disco Elysium, c'est très très bien. Sinon, après, un peu plus compliqué, mais en même temps qui tolère beaucoup l'erreur, c'est Céleste. C'est un petit jeu, voilà, donc il y a une petite métaphore avec la dépression, c'est un peu sympa. Franchement, moi, les scénarios dans les jeux vidéo, j'apprécie. Si on n'a pas, l'important c'est que ça soit un bon jeu. C'est surtout ça. Ouais, d'accord. Mais là c'est des publics de gens qui aiment les histoires, donc attention, il faut quand même Céleste, un peu, jouer à Céleste, alors c'est pas mal. Un truc avec la littérature qui est pas mal, mais c'est plus un clin d'œil, c'est Nier. Alors c'est un peu plus confidentiel, c'est japonais. Très sous-côté, hein, Nier. Très très bon. En fait, c'est très simple. Vous testez des jeux qui ont l'air pas mal pour vous. Et ensuite vous testez Nier, parce que Nier joue beaucoup avec les codes du jeu vidéo, c'est très très référencé, Mario, Zelda, des choses assez pointues, Diablo aussi, tu vois, ce genre de choses, mais surtout en fait c'est un hommage à tout ce que l'humanité est capable de créer. C'est vraiment une belle lettre d'amour, et il y a des passages textuels qui sont vraiment excellents et qui jouent avec la narration, c'est vraiment très très bien, quoi. Cool. Et puis bon, Darkest Dungeon, quand même, ça on le dira pas. Par contre, Darkest Dungeon, soyez prêts à y laisser, je sais pas, un an d'espérance
de vie. Ouais, un petit ulcère, ulcère. Ah vraiment Darkest Dungeon, franchement, n'y jouez pas, mon conseil perso, voilà, n'y jouez pas sur votre PC par exemple du bureau ou un truc comme ça, parce que vous allez probablement fracasser le PC sur lequel vous allez y jouer à un moment ou un autre. C'est vraiment un jeu qui peut vous mettre hors de vous si vous êtes un peu sanguin. Vraiment, la probabilité de fracasser votre machine est quand même très 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 élevée sur un malentendu, mais voilà, non, ça reste un jeu excellent, il faut le faire. T'as joué au 2 parce qu'il y a un 2, moi j'ai pas fait du tout. Non, mais ça me semblait pas être la même chose. Oui, enfin, c'est peut-être un peu plus aventure, moins sacrifice, moins enculé, je peux me permettre, moins enculé, donc peut-être moins, le 2. En fait, moins dark, moins BD. Je sais même plus s'il y avait du cel shading dans le 2, je sais plus. C'est de la 3D, mais c'est du cel shading, ça essaye de reprendre un peu le style du 1, mais plus en 3D. Et je pense que ça met plus l'accent sur vos héros à vous, j'ai l'impression. Ouais, d'accord. En fait, ils ont essayé de diminuer la douleur des spectateurs, mais ça n'a pas marché. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, abonnez-vous, la cloche, partagez aux amis, faites découvrir. Ner, ça a été vraiment un plaisir. Tu reviens quand tu veux. Les gens. La prochaine. Voilà, exactement. Le mec va s'inviter. Bientôt, il va être là à tous les. On va avoir des chroniqueurs, tu vois, qui reviennent comme ça. Avec plaisir. Ça va être formidable. Moss, est-ce que je te laisse le mot de la fin? Est-ce que tu as quelque chose à dire ou pas? Non, je n'ai rien à dire. Allez en paix, chers amis. Voilà. Et puis revenez bien fidèlement dans 2 semaines pour le prochain podcast. Et on va continuer à faire le travail qu'on fait sur la culture en général. Et on a besoin de votre aide. Et plus que jamais, on a besoin de vous pour nous soutenir sur YouTube, sur les plateformes de podcast, sur Twitter. Donc allez-y. Et ce sera le mot de la fin. Amen.